Alors que la série Squid Game a terminé ses 3 saisons, nous pouvons revenir sur les 2 éditions de la compétition et discerner quelques détails intéressants. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Les choses sont évidemment différentes dans les jeux qui couvrent les saisons 2 et 3 de Squid Game, simplement grâce à la présence du joueur 456, un ancien vainqueur. Mais à la fin de la saison 3, il apparaît clairement que les organisateurs des jeux ont des stratégies bien précises pour pousser les joueurs à bout et les monter les uns contre les autres. Toutefois, les apparents rappels entre les morts les plus tragiques et les meilleurs personnages de Squid Game illustrent également les schémas qui émergent, tant dans le pire que dans le meilleur de la nature humaine. 1, 2, 3 Soleil est sans doute le premier jeu à réduire considérablement le nombre de joueurs, et la réaction de panique et le chaos est probablement toujours la même. La première saison offre un moment télévisuel horrifiant et bien ficelé où la véritable nature des jeux est révélée. Le contraste avec le déroulement de la saison 2 est fascinant et ouvre la voie à une nouvelle histoire. Tout bien considéré, 456 a fait un travail admirable en organisant tout le monde, en évitant un nombre important de morts et en inspirant une certaine camaraderie. On ne le savait pas avant la fin de la saison 1 alors qu'on le savait depuis le début de la saison 2. Mais chaque année où 456 participe au jeu, un organisateur se fait passer pour un joueur. Dans les deux cas, cette personne joue son propre jeu. Dans un autre exemple, de la façon dont Squid Game commente l'exploitation des faibles par les puissants, Inam participe au jeu, car même les regarder ne lui suffit plus à la fin de sa vie. Et il semblait toujours avoir un système en place avec les gardes pour pouvoir s'enfuir quand il le voulait. Par ailleurs, savoir que In-Oh est présent en permanence ajoute une dimension supplémentaire à la bataille qui l'oppose à 456. Le rebondissement est plus efficace dans la saison 1, où l'on est choqué par une grande partie de ce qui se passe, tandis que l'ironie dramatique est plus présente dans la saison 2, où l'on connaît déjà le ton de l'histoire. Il y a toujours quelqu'un qui semble s'épanouir dans l'intimidation et la confiance absolue en sa victoire. Le joueur 101 dans la saison 1 est la version archétypique de ce personnage, un gangster à l'extérieur doté d'une force physique de premier plan qui rassemble une équipe d'autres personnes comme lui, éliminant sans pitié les joueurs les plus faibles. Le joueur 100 a plutôt l'allure d'un homme d'affaires corrompu, ayant accumulé 10 milliards de won de dettes, usant d'une logique froide pour convaincre les autres de voter pour la continuation des jeux, et se contentant de laisser mourir les autres. Thanos remplit lui aussi ce rôle narratif dans la saison 2, mais représente finalement une menace moins importante que le joueur 100. Techniquement, tout le monde pourrait survivre aux 2 premiers jeux des 2 tournois, en restant calme et en accomplissant une tâche spécifique. Toutefois, avec le tir à la corde de la saison 1 et le petit manège de la saison 2, il est stipulé que quelqu'un doit mourir pour que les autres survivent. Les 2 jeux proposent également aux joueurs de former des équipes plus importantes, brièvement, à chaque tour du petit manège. Aucun des 2 n'est le plus tordu des jeux et il est plus facile d'ignorer sa responsabilité physique dans la mort d'un individu. Cependant, la compétition fait progressivement ressortir le pire chez les joueurs, pour offrir encore plus de divertissement aux VIP. C'est pourquoi les 4e jeux choisis sont stratégiquement des jeux comme les billes et le cache-cache, de jeux qui demandent aux joueurs de se battre pour leur survie en 1 contre 1. Les joueurs qui cherchent doivent tuer quelqu'un, tandis que ceux qui se cachent doivent potentiellement tuer pour se défendre, ou encore tuer leur adversaire simplement en s'échappant. Gagner aux billes signifie condamner à mort immédiatement une personne avec laquelle le joueur a probablement fait équipe parce qu'elle est amie. Ces 2 jeux sont conçus pour être plus intimes et certains joueurs y réagissent avec angoisse, tandis que d'autres y trouvent une satisfaction perverse. Par nature, ces jeux entraînent certaines des morts les plus dévastatrices de la série. Des amis sacrifient leur vie pour sauver l'autre personne aux billes ou la trahissent horriblement. Mais le cache-cache est le plus brutal lorsqu'il s'agit de tuer des gens avec une véritable arme plutôt que de simplement gagner à un jeu d'enfant. Les destins de 149 et 7 dans la saison 3 sont en réalité étroitement liés à ceux de 2 personnages anonymes de la saison 1, démontrant ainsi comment les jeux brisent l'amour véritable au sein des relations familiales. Dans la saison 1, un couple marié se rend au billes et s'associe. 149 tue son propre fils pour protéger 222, tandis que le mari remporte les billes contre sa femme. Les 2 personnages survivants se suicident dans leur dortoir la nuit suivant la partie. Si les jeux prétendent offrir une opportunité aux joueurs, certains ne parviennent pas à accepter ce qu'ils ont vécu. Le pont que les joueurs doivent traverser pour jouer à la corde à sauter dans la saison 3 est un rappel visuel évident du pont du jeu sur glace de la saison 1. À ce stade, de nombreux joueurs ont été contraints de tuer, si bien que le décor du jeu se termine par des passages cruels. Les 2 décors sont également révélés de manière spectaculaire aux VIP, qui, dans les 2 cas, sont déjà arrivés à ce point. Le jeu sur glace et la corde à sauter contribuent tous 2 à l'intensité dramatique à mesure que les jeux approchent de la fin, avec une touche de style supplémentaire pour impressionner les riches clients. Dans les 2 éditions de 456, un joueur invoque la religion pour le protéger ou du moins le rassurer sur le fait que tout se passera comme prévu.
Toutefois, Squid Game semble davantage s'intéresser aux implications thématiques de ce phénomène avec la chamane et joueuse 44 dans les saisons 2 et 3 qu'avec le joueur 244 dans la saison 1. Pourtant, 44 présente une caractérisation plus proche de la joueuse 212 qui survit jusqu'au jeu sur glace dans la saison 1. Les deux femmes affichent une grande confiance en elles, même si elles font parfois semblant. Elles ont également toutes deux une pointe de perspicacité mêlée à leur apparente ignorance. Si 44 ne parvient pas à se frayer un chemin dans le labyrinthe, elle semble prédire le sort de 456. La joueuse 212 va à la mort avec bravade, semblant avoir accepté la vérité sur son destin et se venger en chemin. Le joueur 218 de la saison 1 et 333 sont tous deux des joueurs qui oscillent constamment entre la sympathie morale et le statut de compétiteurs les plus impitoyables. À certains moments de leurs parties respectives, on pourrait croire qu'ils pourraient devenir des héros, s'alliant et protégeant d'autres joueurs à tendance héroïque. Aucun des deux ne semble apprécier le massacre, mais ils sont convaincus que c'est nécessaire dans un monde où la loi du plus fort domine. 218 obtient une sorte de rédemption, contrairement à 333. Le premier permet à 456 de gagner, tandis que le second représente une menace pour 456 et le bébé jusqu'au bout. La seule qualité rédemptrice de 333 est son désir apparent de protéger 222. Mais une fois celle-ci partie, il cesse de prétendre vouloir vraiment donner sa vie pour le bébé. Ces deux personnages ont peut-être des défauts, mais ne sont pas des personnes maléfiques dans le monde réel. Mais ils réagissent au jeu exactement comme le souhaitent les spectateurs, devenant plus dépravés à chaque tour. Le tournoi n'est jamais vraiment appelé Squid Game, mais il revient dans les deux éditions, sans doute uniquement pour la simple raison que l'homonyme de la série doit continuer à être diffusé. On ne sait pas forcément si une version de Squid Game est la finale chaque année, sauf les 2 années où 456 y participe. La boucle est bouclée à chaque fois, compte tenu de la scène d'ouverture de Squid Game. Comme tout jeu pour enfants adapté pour cette série, celui-ci est quelque peu infantilisant, mais il prend des proportions démesurées lorsque des vies sont en jeu. Dans le deuxième groupe de joueurs, divers actes rappellent à 456 et au public que les humains peuvent faire preuve de compassion dans des circonstances difficiles. Cependant, ce thème est ancré dans un personnage en particulier dans les deux tournois. Dans le premier, la joueuse 67 se bat pour offrir une meilleure vie à son frère, se confie à 456 sur la situation de sa famille et le persuade de ne pas tuer 218. Plus tard, plusieurs joueurs défendent 222 et son nouveau-né, des innocents souvent incapables de se protéger. Ces deux personnages incarnent la famille, l'amour et la bonté et sont suffisamment résistants pour survivre à la plupart des jeux, chacun à leur manière. Si le thème est partagé par tous les personnages, 67 et 222 sont les plus indispensables à Squid Game, car ils inspirent les autres joueurs. Tout est calculé, un plan sans accroc pour les organisateurs et le recruteur de Squid Game. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.